Le prérequis des compétences devient de moins en moins nécessaire pour lancer un side business parce que tu peux déléguer ça à des IA ou à des outils alimentés à base d'IA. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Johan Lopez, qui est fondateur de Snowball, un collectif de newsletters unique en France, avec évidemment une forte dominante sur le sujet des finances personnelles. Aujourd'hui, on va donc parler d'argent, de budget, mais aussi de side business, pour essayer de comprendre comment l'IA s'intègre dans ces sujets clés. Bonjour Johan, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu? Très bien, merci pour l'invitation. Eh ben, avec grand plaisir. Alors Johan, peut-être avant qu'on se lance, est-ce que tu peux te présenter rapidement, mais surtout présenter Snowball en quelques mots? Qu'est-ce que c'est et pour qui c'est surtout? Ouais, alors rapidement, moi, donc c'est Johan, 37 ans, né dans le sud de la France, passionné d'économie, finance. J'ai atterri dans le marketing en start-up et donc j'ai lancé Snowball en 2020, pile avant le premier confinement, mars 2020. Mmh. Objectif était simple, partager mes connaissances sur cet univers de la finance, de l'économie, des finances personnelles, donc comment tu investis, comment tu gères un budget, et cetera. Donc vraiment un petit side project que je faisais à côté de mon boulot. J'étais directeur marketing à l'époque, donc j'ai lancé cette newsletter, donc c'était format newsletter, et c'est toujours le cas. Mmh. Et donc l'idée c'était, voilà, de partager mes connaissances et petit à petit ce side project est devenu, un peu effet boule de neige et a grandi, a grandi, a grandi parce que, bon timing, les gens commençaient à s'ennuyer et du coup l'argent s'accumulait parce qu'ils faisaient plus de sorties, plus rien et donc tout le monde s'est mis à se dire: «OK, faudrait peut-être que je prenne soin de mes finances». Donc bon timing, j'ai pas fait exprès, mais donc ça a bien aidé, le démarrage et donc voilà, donc aujourd'hui, on va dire que Snowball, c'est un média qui vise vraiment à hem, démocratiser et dédiaboliser, on va dire un peu l'univers de l'argent parce que c'est vrai que bon, c'est que français pour l'instant et c'est vrai qu'en France, on a une culture qui est un peu différente, par rapport à d'autres pays où l'argent peut être parfois, soit on se dit: «Bah, ouais, ça sert à rien d'investir», alors c'est culturel, parce que système de retraite, les gens faisaient beaucoup confiance à ce système-là. C'est en train de changer, on a toujours nos retraites, mais voilà, de plus en plus de nouvelles générations prennent conscience que il faut investir, donc c'est un peu en train d'évoluer. Mais voilà, donc média centré autour de la newsletter, aujourd'hui il y en a 12. Il y en avait qu'une, j'étais solo au début et aujourd'hui, on a, une dizaine de créateurs donc de contenu on a verticalisé en fait des newsletters. Donc tu as une newsletter sur gestion de budget, une newsletter sur, investir en bourse, une newsletter, investir dans la Lego, une newsletter, lancer un side business. Bref, donc c'est un peu tout cet univers-là. Donc voilà, je sais pas si tu veux que je creuse un peu plus le modèle économique? Non, non, mais c'est très bien et juste pour préciser, alors cet épisode est pas sponsorisé par Snowball, mais en tout cas, à titre perso, je suis abonné et parce qu'il y a une offre gratuite, une offre payante et en tout cas, je recommande à tous les auditeurs de s'intéresser à Snowball, parce que moi, ça me fait gagner un temps phénoménal, en matière de veille pour savoir un peu ce qui se passe. Il y a une newsletter, Ouais. quotidienne que tu sors également, sur des tonnes d'informations clés hyper intéressantes, sur le monde de la finance perso. C'est vraiment passionnant et d'ailleurs, ça va être ma première question pour toi, Johan. C'est quoi ta définition des finances personnelles? Ça veut dire quoi exactement? Très bonne question. Beaucoup de personnes pensent que c'est, seulement investir, mais en fait, c'est tout ce qui tourne autour de l'argent, en fait et ça va de, la psychologie, de dire: «OK, c'est quoi ton rapport à l'argent?» Mmh. Tu vois, il y a des gens qui sont très, averses au risque, d'autres qui sont prêts à prendre des risques. Il y en a qui sont, très, je bref, la psychologie, c'est quelque chose de très important, et c'est un peu la base, parce que souvent c'est là où sont les blocages souvent. On se dit parce qu'on a des pensées limitantes, on n'a pas eu d'éducation, on comprend pas, on sait pas, bref et ça c'est un vrai sujet. Donc ça va de là jusqu'à, investir, son argent et en passant par, augmenter ses revenus, optimiser son budget, gérer ses dettes, donc c'est vraiment tout ce qui touche à l'argent, assez Donc on peut aussi bien parler de, crypto-monnaie que de gestion du patrimoine, que d'investir en bourse, c'est vraiment tout le spectre des finances perso, hein, tout c'est à ça, hein? fait, jusqu'à la succession, comment tu gères, la succession avec tes enfants, bref, c'est vraiment,
très, très vaste. D'accord, très bien. Alors, très clair. Alors, évidemment, ici, on va parler surtout d'intelligence artificielle, et comme tu le sais, Johan, depuis la sortie de ChatGPT en novembre 2022, on peut avoir un peu l'impression d'un changement de paradigme, notamment dans le monde de la tech, mais ça impacte aussi évidemment le monde de la finance. Ouais. De ton point de vue, est-ce que l'IA peut aussi avoir un impact dans le domaine des finances personnelles et quelles évolutions tu as vues se développer depuis la sortie de ChatGPT? Est-ce que tu considères que c'est un peu un changement de paradigme, dans ton secteur? Pas encore, en tout cas pas au niveau, consommateur, je veux dire. Il y a beaucoup d'entreprises qui, commencent vraiment à intégrer ça dans les process. Enfin, je veux dire entreprises, finance. Par contre, au niveau des consommateurs, c'est pas encore, on va dire, c'est pas un réflexe, tu vois, d'aller sur ChatGPT, poser des questions, uploader, je sais pas moi, son ses comptes courants, et demander. Est-ce qu'il faut le faire d'ailleurs? C'est Est-ce une qu'il bonne faut le question. faire? Bah, si tu fais confiance à OpenAI, oui. En fait, c'est un peu comme tout, hein, enfin, juste les comptes courants, uploader ça, le risque, à part, bon, côté vie privée, en effet, mais bon, il y a pas de risque de se voir enfin, être hacké dans ta banque et cetera, c'est assez limité. Bon, après, tu peux tout ce qui est, usurpation d'identité, c'est possible, donc il faut faire gaffe quand même. Mais donc ouais, donc niveau consommateur, pas encore, même si on voit pas mal d'outils arriver sur le marché, par exemple des IA qui sont, entre guillemets «des conseillers en gestion de patrimoine», donc tu peux leur poser des questions, elles sont entraînées sur ça. Mais ça reste quand même très, limité dans le sens où ça reste très générique. Donc une personne qui va devoir se faire accompagner, bah, elle a souvent besoin que, tu vois, on fasse un audit. Il y a un aspect très psychologique aussi, tu vois, de créer de la confiance avec, un conseiller ou, une plateforme, que sais-je, tu vois? Snowball en soi, j'ai créé de la confiance avec les lecteurs au fil du temps, et donc ça permet aussi d'aller plus loin quand tu veux lancer, tu vois? On a lancé une offre de conseil nous, bon bref, tout ça pour dire Il y a un côté aussi un peu réglementaire parce que quand tu enfin, sur Snowball, puis tu le mets systématiquement, tu n'es pas, un conseiller professionnel. Tes conseils ne doivent pas forcément être pris au pied de la lettre. Enfin, tu te désengages en matière de responsabilité, en tout cas dans tes communications et peut-être que c'est ce que l'IA ne fait pas notamment? oui, oui, c'est ça, ouais. Alors techniquement, si, je suis conseiller, mais par contre, je n'ai pas le OK, droit j'ai le droit de donner des conseils dans un cadre réglementaire, donc c'est-à-dire, je dois faire d'accord. je dois, récupérer pièce d'identité, m'assurer de l'identité de la personne, récupérer des infos financières et tout ça et à partir de là, tu peux donner un conseil personnalisé parce que tu es dans un cadre réglementaire. Et en effet, l'IA ne peut pas, aujourd'hui faire ça, parce qu'il y a pas de cadre réglementaire. On ne peut pas dire: «OK, cette IA a le droit de donner des conseils personnalisés», ça existe pas encore. Donc dans ce cadre du conseil, c'est plus de l'aide aux conseillers, tu vois? C'est plus des outils pour les conseiller à, bah, justement, potentiellement analyser des documents, tu vois? Je vois de plus en plus d'outils pour, les CGP, donc les conseillers en gestion de patrimoine, pour augmenter leur productivité. Donc ça il y a une vraie valeur ajoutée de ce côté-là. Donc ça va être lire des documents, des rapports, gagner du temps dans l'exécution quotidienne du métier de conseiller, en fait, hein? Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, c'est là où il y a vraiment beaucoup de développement et côté fintech, donc des entreprises qui sont dans la finance, mais qui sont un peu on peut appeler ça des néo, enfin tout ce qui est néobanques, néo, brokers, qui te permettent d'investir et cetera. On voit de plus en plus des outils apparaître, tu vois, de t'aider à, détecter automatiquement des frais que tu aurais peut-être pas vus et donc tu as une IA qui peut aller beaucoup plus vite, aller dire: «OK, là, tu as des frais qui sont quand même assez élevés sur ton assurance vie, fais attention, peut-être que tu devrais creuser un peu, changer d'assurance vie». Bon bref, tu vois plutôt sur ce côté-là optimisé, mais pas vraiment le côté: «OK, j'ai créé ta stratégie, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça». Donc on n'en est pas encore là. Donc le premier message, si je comprends bien, parce qu'on voit parfois des bots, ou des GPTs faits pour, du conseil financier, alors en France ou à l'international, mais donc en gros le message c'est de dire, faire attention parce que c'est pas réglementé, c'est pas encadré, ça peut être très générique Ouais. et si vous uploadez vos informations personnelles, ça repart sur les serveurs d'OpenAI et on sait pas trop ce qui se passe en fait, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là, bah, après, on peut dire que c'est exactement la même chose quand tu mets des sur Google Drive ou sur iCloud, c'est bon. OpenAI, on n'est pas sur une petite entreprise où tu sais pas trop ce qui se passe, on est quand même sur un géant, avec des actionnaires, de taille, Microsoft et cetera. Donc niveau confiance, moi en tout cas personnellement, j'ai assez confiance, mais il faut faire gaffe. Et en effet pour les GPT, pour moi, c'est
très bien, sur la partie éducation. Un peu enfin ce que je fais moi, tu vois, avec Snowball par exemple, discuter avec un GPT pour qu'il t'explique, comment fonctionnent les intérêts composés, comment c'est quoi une action, pourquoi tu dois investir dans des actions, donc des choses comme ça, pour moi, ça a vraiment beaucoup de valeur parce que ça reste générique. Il peut vraiment t'aider à comprendre des fonctionnements parce que tu peux lui expliquer: «OK, explique-moi comme si j'avais 5 ans, ces termes-là», dans un milieu qui est très opaque, très, jargonisé, ça peut vachement aider, ouais, Pour sur cette toi, tu partie-là. conseillerais plutôt d'aller sur, ChatGPT ou autre, hein, Llama, Gemini et cetera, plutôt que d'aller faire une recherche, je sais pas, sur Wikipédia ou sur des sites bancaires? C'est quoi l'avantage de l'intelligence artificielle générative dans ce processus d'éducation et de démocratisation? Bah, je pense que déjà, tu peux adapter le niveau justement de comment dire? De pas de difficulté, mais de quelle est ton expertise? Tu vois? Genre: «Je suis débutant, explique-moi, qu'est-ce que c'est?» parce que si tu vas faire des recherches sur internet, tu vas être vraiment submergé dans, des acronymes, du jargon que tu comprends pas et tu vas vite lâcher, je pense. Alors que là, comprendre des choses qui sont quand même très génériques, ChatGPT, il peut avoir beaucoup plus de valeur selon moi. Mmh. Et il peut être beaucoup plus pédagogue, souvent, que des articles de blog qui sont souvent destinés, malheureusement plutôt pour des experts, en général. Même si, bah, tu vois, Snowball, l'objectif, c'était justement pour parler à des débutants, mais voilà, je pense que ChatGPT est quand même très bon sur ça. Par contre, j'irai pas lui demander: «OK, aujourd'hui, qu'est-ce que tu me conseilles comme investissement? Quelles actions je dois acheter?» Là, bon, pour moi, il faut faire un peu plus attention, et c'est pas forcément son rôle, quoi. D'accord. Alors toi qui observes bien le milieu, de la finance, des fintechs, des finances personnelles, est-ce que tu as vu des évolutions liées à l'intelligence artificielle ces dernières années? Tu parlais un petit peu des certaines couches d'IA qui ont été rajoutées sur, notamment les néobanques et cetera. Est-ce que tu as vu d'autres tendances? Ça, c'est ma première question et la deuxième question, c'est est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que quelque part, l'IA qui est rajoutée sur des applications bancaires, des applications pour investir en bourse ou autre, c'est pas un peu gadget? Et c'est juste pour dire: «On il y a l'IA, on fait de l'IA, venez chez nous». Je sais pas ce que tu vois un peu le sens de ma question, ce que tu en penses? Ouais, ouais, si, si, je vois très bien, bah, c'est un peu tout le enfin, truc pas tout le problème, mais, enfin, si, en soi, c'est un problème parce que c'est, du temps gaspillé souvent par les entreprises, mais, oui, on est beaucoup souvent, on voit de l'IA pour de l'IA, quoi. C'est ça, c'est juste on a ajouté le tampon, c'est validé, mais les gens l'utilisent pas derrière, malheureusement aussi. Donc, on pourrait dire que c'est du temps gaspillé. Je pense que ça dépend vraiment là, tu vois? Ajouter un GPT dans une app, hem, bancaire, alors j'en ai pas vu encore, mais, ça doit sûrement exister, peut-être à l'étranger. Hem, Ou tu as les pour robots conseillers, tu sais, ces espèces de chatbots, en fait, qui peuvent te conseiller, à partir des données de ta banque. Ouais, bah, ça peut être intéressant. Je pense qu'encore une fois, ça peut être intéressant d'un point de vue éducatif. Tu vois, tu comprends pas un terme ou un autre et c'est directement intégré dans l'app et ça t'aide à mieux comprendre pourquoi il y a eu telle décision ou je ne sais quoi, ou pourquoi, les marchés augmentent ou pourquoi ils chutent, actuellement. Tu vois, ça peut être des choses qui sont vachement intéressantes. Mais au-delà de l'aspect, comme je disais tout à l'heure, scanner des frais, aller beaucoup plus vite sur te dire: «OK, j'ai vu que ton portefeuille d'investissement, il est déséquilibré parce que tu as beaucoup d'actions, pas beaucoup d'obligations», enfin, je dis au hasard, hein, là, mais, tu vois, ce côté, heu, analyser, te donner des insights, par rapport à tout ça, là, je trouve que c'est vachement intéressant. Qu'est-ce que l'IA ne fait pas aujourd'hui que tu aimerais qu'elle fasse? Mais tu vois, l'autre jour, j'étais en train de on a une SCI avec des amis, donc c'est une société qui te permet d'investir ensemble dans de l'immobilier en général et bref, on avait des factures qu'on avait perdues, et qu'on devait donner au comptable et cetera. Heu et je me suis dit: «Bon, j'ai pas envie de me taper tous les relevés de compte, depuis 2020 pour aller, trouver la date, à laquelle ça a été fait» et donc j'aimerais beaucoup, enfin, en tout cas à titre perso et parce que ça m'arrive souvent et même d'un point de vue entrepreneur, côté bancaire, finance, de pouvoir aller facilement,
comment dire? Pas prompter, mais de pouvoir aller creuser grâce à une IA dans, mes finances à la fois perso et de mon entreprise. Donc là, par exemple, tu vois, j'aurais pu lui dire: «OK, je crois que, j'ai payé tel fournisseur à peu près en 2020. Est-ce que tu pourrais aller scanner tous mes trucs et me ressortir ça?» Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir. Donc entre guillemets, «uploader toute ma vie financière, dans une IA». Alors, là, en termes de vie privée, il faut vraiment avoir confiance. Mais, et à partir de là, qu'elle puisse me donner à la fois des tendances, tu vois? Me dire: «OK, le mois dernier, tu as quand même beaucoup dépensé, en resto, peut-être que tu devrais faire gaffe». Alors je le fais manuellement, tu vois? Moi, j'ai une, Google Sheet, budget. Mais voilà, c'est un truc que j'aimerais bien avoir, ce côté, un peu un petit copilote, financier, qui t'indique quand, il y a des warnings quelque part ou que tu peux lui poser des questions, des choses comme ça pourrait être vachement Qui intéressant. peut s'adapter aussi à ton mode de vie, à ta consommation, à ce que tu dépenses, à ce que tu gagnes. C'est ça, ouais, exactement. On te dit, «OK, là, je vois que tu as un abonnement qui traîne depuis 2 ans, tu sûr que tu veux le garder ou est-ce que tu t'en sers vraiment?» Tu vois? Aussi qui est proactif dans cette optimisation. Donc ouais, ça peut être, des outils hyper intéressants sur cet aspect-là, et j'en ai pas vu encore. Alors tu peux le faire manuellement, avec ChatGPT ou d'autres. Tu vois, tu peux uploader tes relevés de compte et dire: «OK, fais-moi une petite analyse, de qu'est-ce que tu penses, de mes dépenses?» Et il va te sortir un truc, mais c'est pas encore hyper parfait. Quand on parle d'IA dans le monde des finances personnelles, spontanément, je trouve en tout cas que, les mots qu'on associe souvent à ça, ça va être crypto-monnaie, NFT, un peu ces tendances qu'on a vues, 2019, 2020, 2021. Heu, est-ce que tu penses que l'IA peut avoir une influence sur ces choix d'investissement? Est-ce que, la bulle des cryptos, des NFT est derrière nous, remplacée par la bulle de l'IA peut-être? Je voulais juste, t'entendre un peu sur ces sujets un peu tech, mais qui ont fait tellement parler d'eux il y a quelques années, avant que l'IA générative, ne prenne tout sur son passage. C'est vrai que c'est marrant, en plus, il y a beaucoup de projets crypto, alors que ce soit des projets médias ou, des projets tech qui ont, dès que la bulle crypto, elle s'est dégonflée, enfin dégonflée, tout est reparti un peu à la hausse là, mais en tout cas, il y a moins de hype autour de la crypto. Mmh. Bah, beaucoup de projets ont switché du coup, vers l'IA. J'en ai beaucoup vu en tout cas, autour de moi. Et il y a eu aussi beaucoup de projets, crypto/IA, tu vois, qui mêlent un peu les 2. Alors là, c'était, carton plein. On en voit énormément et des projets alors qui sont plus ou moins utiles, comme toujours. Hem, Les NFT par exemple, on en parle encore aujourd'hui dans ton domaine, dans le monde des finances perso? En vrai, quasiment plus. Alors il y a toujours, c'est toujours quand même assez effervescent, comme univers, mais voilà, ça reste, c'est devenu, anecdotique par rapport à l'IA, par exemple, mais c'est toujours présent, c'est toujours vivant et ça il y a beaucoup de transactions. Mais ouais, sur l'IA et crypto, je vois pas l'IA comme étant un catalyseur pour relancer, le monde des cryptos. Pour moi, c'est presque 2 univers différents. Alors l'un peut servir à l'autre, évidemment, mais voilà, c'est pas ça va pas être un booster, selon moi des cryptos, ouais. Ou est-ce que tu vois un peu des tendances émerger, sur, 2025 et au-delà, sur l'IA et les finances perso, des choses qui se développent, des applications nouvelles, des entreprises ou des side business qui se créent autour de ce sujet? Alors, ce que je vois beaucoup, c'est, beaucoup d'applications plutôt, comme je disais B2B. J'ai une connaissance là qui a lancé un GPT, enfin, même pas un GPT, un LLM, dédié, heu, aux, financial advisor parce qu'il est aux États-Unis lui, donc bah, aux conseillers quoi, en gestion de patrimoine, qui est un énorme marché là-bas parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les gens ont plus l'habitude d'aller voir un conseiller aux US qu'en France et donc il y a énormément d'outils qui, sortent donc, B2B, IA pour aider les conseillers. Et comme je te disais tout à l'heure, j'en vois pas énormément, côté, consommateur parce que déjà il y a un vrai problème de confiance dans, l'univers de la finance. Enfin, ça nécessite beaucoup de confiance pour investir dans des produits et aujourd'hui, l'IA, en tout cas pour les gens qui ont beaucoup d'argent à investir, donc c'est-à-dire que là, tu es sur une tranche d'âge qui est, on va dire entre 40 et 60 ans. C'est un peu cette tranche d'âge-là qui va beaucoup investir. Bah, ils sont quand même assez suspicieux, côté IA. Donc je pense que les fintech, les produits d'investissement, les banques,
elles y vont un peu, doucement, sur cette partie-là, parce qu'elles ont pas envie de, voilà, refroidir, leurs clients, leurs gros clients. Donc je pense que c'est assez lié à ça. Les nouvelles générations, elles ont beaucoup moins peur, mais elles ont beaucoup moins d'argent à investir aussi, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a pas eu un gros développement. En tout cas, moi, je l'ai pas vu, sur ce côté consommateur, consumer. OK. Alors il y a un sujet dont on parle beaucoup pour, accélérer son indépendance financière, c'est, ce qu'on appelle la création d'un side business, qui peut être un side project, c'est-à-dire un projet passion qu'on développe à côté de son travail avant que ça se transforme en business. C'est un peu ce qui t'est arrivé finalement avec Snowball. Tu peux juste récapituler avant d'aller plus loin, de nous expliquer c'est quoi exactement un side business? Comment ça se met en place? Et éventuellement en quoi est-ce que l'IA peut, aider à accélérer le développement d'un side business? Ouais, alors un side business, bah, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, tu vois? Aller faire des brocantes, toutes les semaines et revendre, c'est un side business en soi. Mais tu as une infinité de side business, lancer un média, lancer un podcast, essayer de le monétiser, lancer un projet de dropshipping, alors c'est plus trop à la mode, mais tout ce qui permet en gros de générer de l'argent sans que ce soit ton activité principale. Alors souvent on parle de revenus passifs, mais c'est très rarement passif, ça demande toujours du temps. Donc c'est un peu, voilà, tout cet univers-là que tu es censé faire à temps partiel, qui va générer des revenus et dans le meilleur des mondes, c'est ce qu'on appelle un peu des muses. C'est des produits en ligne qui vont générer de l'argent un peu tout seuls, sans que tu fasses grand chose en tout cas, et donc qui vont créer des revenus supplémentaires. Est-ce qu'il faut que ce soit en lien avec son activité principale? Est-ce que je te donne un exemple, un enseignant qui donne des cours, privés le week-end, c'est plus cohérent que, un enseignant qui va faire de la maçonnerie ou qui va, je sais pas, faire des brocantes comme tu dis le week-end. Est-ce que créer un side business, ça doit forcément être en lien avec son activité pro? Bah, non, non, pas du tout. En fait, ça peut aider, tu vois? Si quelqu'un qui est un développeur, ça va être beaucoup plus simple pour lui d'aller développer un petit produit, qu'il va pouvoir, vendre sur un app store, tu vois? De développer une petite application ou autre. Donc je pense que oui, il y a des synergies forcément, avec le métier, mais souvent c'est plus, alors tu as des gens qui lancent des side business d'un point de vue purement financier. Ils s'en foutent un peu de qu'est-ce que c'est, le projet, mais beaucoup de personnes, vu que c'est quand même sur ton temps en dehors du boulot en général, bah, tu as envie quand même que ça te plaise et donc c'est souvent quand même lié à une passion. Tu vois? Enfin, je sais pas, quelqu'un qui est passionné par les animaux, bah, pourrait peut-être essayer de lancer un side business qui, je sais pas, met en relation des gens avec des toiletteurs ou des choses comme ça, tu vois? Un truc beaucoup plus, aligné, avec tes passions, tes valeurs et tout ça. Donc en général, dans la grande majorité, tu as quand même, des compétences nécessaires pour le lancer. Parce que partir de zéro, bon, ça peut être très cool, des fois, c'est un challenge, mais si tu veux générer de l'argent assez rapidement, il faut quand même que tu aies les compétences nécessaires. Alors tu peux les trouver, tu as plein de tutos et cetera, mais c'est un peu moins évident. Toi, quand tu as lancé Snowball au départ, est-ce que c'était un side project ou un side business? Tu avais quoi en tête? Est-ce que tu voulais gagner de l'argent ou tu voulais juste te faire plaisir et créer du contenu? Alors non, au début, c'était vraiment un side project du coup, c'était, purement, un sujet qui me plaît. J'aime bien l'économie, j'aime bien les finances perso, j'aime bien partager, j'aime bien écrire. Donc ça, c'était un peu le, et c'est pour ça que j'ai choisi la newsletter d'ailleurs. Il y en a plein qui auraient pu choisir, une chaîne YouTube, un podcast, ou autre, mais moi j'aime bien écrire. J'aime bien cet univers des finances. Il y avait un outil qui était, hyper simple à utiliser, donc c'est Substack. Donc outil, no code, tu rien à développer. En une journée, enfin même pas, en 2 heures, tu peux lancer ta newsletter. Si tu veux la faire payer, tu appuies sur un bouton et c'est bon, tu peux facturer des gens. Bref, tu hyper simple et de petit à petit, bah, c'est devenu un side business et à un moment, bah, c'est devenu un business, tout court quoi, parce que j'ai quitté mon job et voilà. Justement, c'est une question intéressante. À quel moment tu fais la bascule? À quel moment tu te dis, «Ça y est, je suis prêt à ce que ce side business devienne un job à temps plein»? C'est une question de temps, d'argent, de passion? C'est quoi? Bah, je pense que c'est pas mal une question d'argent évidemment, de se dire: «OK, est-ce que, ce side project qui commence à générer de l'argent peut potentiellement générer assez d'argent pour que ça devienne mon activité principale?» Ensuite,
poses sûrement la question de te dire: «OK, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça tous les jours pendant longtemps?» Tu vois, moi, à l'époque, est-ce que j'ai envie d'écrire des newsletters, toutes les semaines pendant 2, 3, 4 ans, plus? Et donc, la réponse était oui, je peux générer assez d'argent pour, en vivre. Oui, je suis prêt à faire ça pendant très longtemps et je vais prendre du plaisir à faire ça. Quand j'avais répondu à ces 2 questions, c'était assez simple de me dire: «OK, je quitte mon boulot et je me lance, à temps plein, dans ce projet». Et après la question c'était: «OK, comment tu veux que ce projet évolue?» Et donc du coup, j'aurais pu rester solo pendant, enfin, tu as plein de créateurs de contenu qui sont solo, qui gagnent des millions, parfois aux États-Unis. Ou alors est-ce que je crée une, vraie entreprise, en employant des gens et en créant des nouveaux produits? Et moi, c'était plus vers là que je voulais aller. Donc c'est vraiment passé par toutes les étapes, side project, side business, solo, business et entre guillemets «start-up», avec des employés et tout ça. Est-ce qu'il y a eu des galères, des fails au cours de ton expérience, entrepreneuriale, de side business? Des erreurs où tu t'es dit: «Bah, j'aurais aimé, savoir qu'il fallait pas que je fasse ça avant de le faire»? Ouais. Non, il y en a pas eu. Enfin, en vrai, ça s'est fait vraiment de façon, ultra naturelle, et j'ai pas eu de galère, plus que ça. Et je pense que c'est parce que ça a été, vu que ça a été très progressif en mode side project, side business et cetera, j'ai pas eu un moment, tu vois, où je dis: «OK, je quitte mon job, je dois lever des fonds, je vais, recruter des gens». Où tu vois, tu es un peu dans une urgence et moi, c'est tu vois, entre le moment où je me suis lancé et le moment où j'ai recruté, les premières personnes, ça a mis, Ouais, donc c'était vraiment ultra progressif, quoi. C'est peut-être ça aussi la clé de la réussite? bah, ouais, et puis c'était ma vision de la boîte, tu vois? Je voulais pas me stresser, je voulais pas être en mode, hyper croissance, c'est pas ça que je cherchais. Donc voilà, donc ça s'est fait de façon très naturelle et du coup, bah, tu fais peut-être moins d'erreurs et donc j'en ai, à part, bah, si, enfin, j'ai des micros erreurs, tu vois? J'avais recruté une personne en pensant que ça pouvait fonctionner à temps partiel, mais en fait, ça n'a pas marché, mais bon, c'est pas vraiment une erreur ça, c'était juste, il fallait le tester pour voir si ça marchait ou pas et ça n'a pas marché, mais donc ouais, non. OK. Alors toi, tu as créé, Snowball, donc tu l'as dit, hein, 2020, c'était un peu l'époque pré-intelligence artificielle. Alors les puristes vont détester ce que je vais dire parce qu'en réalité l'IA existe depuis 50 ou 60 ans et l'IA, et je le répète, n'a pas été créée par ChatGPT, ça existait bien avant évidemment, mais à partir de novembre 2022, il est clair qu'on a vu une accélération avec l'IA générative. Aujourd'hui, est-ce que selon toi, c'est plus facile de créer un side business, à l'ère de l'IA générative? Oui, ah oui, clairement, ouais, ça c'est, et chaque jour qui passe, ça devient de plus en plus facile avec les nouveaux outils qui arrivent. Tu vois, on parlait de création de contenu, quelqu'un qui n'est on parlait non, pardon, on parlait de compétences. Tu vois, si à l'époque, j'avais pas eu la compétence de bien aimer écrire, ce côté un peu marketeux et cetera, ça aurait été peut-être plus compliqué pour moi de lancer, Snowball. Par contre, quelqu'un qui veut lancer Snowball, aujourd'hui ou un autre, peut s'appuyer potentiellement sur l'IA pour, je sais pas, tu vois, générer du imagine enfin, ta compétence, c'est, le podcast. Tu veux aussi lancer une newsletter, potentiellement, tu peux utiliser, le podcast que tu as enregistré pour créer une newsletter derrière avec un ChatGPT ou autre. Le prérequis des compétences devient de moins en moins nécessaire pour lancer un side business parce que tu peux déléguer ça à des IA ou à des outils, alimentés à base d'IA. Est-ce que c'est pas un problème justement? Est-ce que je sais qu'on parle beaucoup de la création de contenu facilitée par l'IA générative, mais, à un moment donné, est-ce que c'est pas un problème qu'il y ait trop de contenu ou qu'on passe plus de temps à lire un contenu qu'à le produire? Alors ouais, sur le contenu, moi je suis 100 d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas là où l'IA générative a le plus de valeur ajoutée. Parce que déjà, c'est très verbeux, la qualité elle est médium en fait, on va dire. Il y a pas de il y a pas de ton, enfin oui, tu peux, faire des prompts avec des tons et cetera, mais tu le sens, quand c'est pas, de l'humain. En tout cas aujourd'hui, hein, peut-être que dans un an, ce sera complètement différent, ça va tellement vite. Et ce qui me fait peur aussi dans le contenu, c'est plus ce côté, comment on peut, enfin, je dis souvent, c'est l'IKEAisation, du contenu. Tu vois, on voit quand peu importe où tu vas dans un Airbnb, ils se ressemblent un peu tous parce que tout le monde va acheter des meubles chez IKEA et il y a toujours un peu cette même vibe, scandinave, tu vois?
Et donc il y a pas de goût. On voit que les humains n'ont pas mis beaucoup de goût dans la décoration de le truc parce que c'est une standardisation, de la déco d'intérieur et ça peut être la même chose avec l'IA, tu vois? Si tout le monde utilise ChatGPT, bah, potentiellement, c'est la même source et donc ça va beaucoup se ressembler, d'un blog à l'autre, d'une newsletter à l'autre et cetera. En tout cas aujourd'hui. Mais par contre, donc moi, pour moi, le risque, il est là, mais par contre sur tout ce qui est, outils, hem, tu vois, aider à développer, tu vois, il y a le j'utilisais enfin, je testais un outil qui s'appelle Cursor, qui est un outil qui aide à coder, normalement qui est pour les développeurs, mais qui peut permettre à des gens qui ne savent pas développer, bah, de sortir une app, en regardant un ou 2 tutos sur YouTube où tu comprends un peu et en fait, tu plus besoin de savoir vraiment développer pour sortir une app, une web app ou même une app, mobile et donc c'est là où je me dis: «Ouais, OK, waouh, tu peux vraiment lancer un side project qui était inatteignable». Alors inatteignable, pas vraiment parce qu'avec les outils no code et cetera, tu pouvais lancer un side project, assez vite. Donc les outils no code, tu pouvais sortir une app mobile, mais aujourd'hui tu peux mais ça restait assez, ça manquait de flexibilité, et aujourd'hui avec les IA, bah, en fait, tu peux faire des trucs de ouf. Tu as quelques idées, quelques exemples de side, project slash business, qu'on pourrait créer aujourd'hui avec l'IA, qui n'auraient pas été possibles ou qui auraient nécessité beaucoup d'efforts et de temps, il y a encore, 2 ou 3 ans? Bonne question. Bah, tu vois, par exemple, enfin, est-ce que je pense que faire, par exemple, un outil de tracking, de tes investissements, je reste dans l'univers de la finance, tu peux le faire sur une Google Sheet et cetera, mais ça reste quand même assez complexe et tu vois, par exemple, avec des outils, comme je te disais, la Cursor, je pense que il peut te guider de A à Z en te disant: «OK, voilà comment tu vas, récupérer les datas pour alimenter, ton app. Voilà, je t'ai fait, la structure, l'interface, elle doit ressembler à ça et donc tu as tout ton code» et ça, je pense que ça aurait été assez compliqué de le faire, même avec des outils no code. Tu aurais pu, mais un peu galère. Mais là, aujourd'hui, tu vois, je pense qu'en 2-3 jours, tu peux sortir une app, comme ça, ultra facilement. Après sortir une app ou sortir un contenu, c'est bien, mais derrière, il faut le faire connaître, il faut le faire savoir, il faut le vendre. Ça, c'est des compétences que l'IA peut pas, a priori, te donner si à la base, tu les as pas, quoi. Ouais, tu peux pas vraiment la guider pour qu'elle te donne, ouais, c'est ça, ou si tu lui poses pas les bonnes questions, elle va pas te donner les bonnes réponses, malheureusement. Alors toi, tu as lancé Snowball, ton contenu est top et c'est génial, mais tu as réussi parce que tu avais aussi les qualités en matière de commercial, de communication, tu as su te vendre, tu as su développer ton réseau, tu as développé tes soft skills, ton savoir-être qui permet, justement de te faire connaître. C'est là où c'est intéressant, tu vois, la relation entre les soft skills et puis l'IA. Plus on développe des business à base d'IA, plus on a besoin de nos soft skills pour se faire connaître et le faire savoir. Ouais, c'est ça et c'est un peu ça où, c'est vrai que si tu pas la connaissance du sujet, en toi, utiliser une IA, c'est un peu comme, bah, ouais, si on reprend l'exemple de la calculatrice, c'est un peu comme être, tu vois, si t'es pas scientifique, mathématicien et cetera, mais la calculatrice, enfin, si t'as pas ces connaissances-là, tu vas pas résoudre des équations de malade parce que tu as une calculatrice, quoi. Et je vois un peu comme ça l'IA aujourd'hui, l'IA générative, c'est que oui, tu peux être débutant et demander à un GPT: «OK, sors-moi un plan marketing, pour, vendre mon app». Il va te sortir un truc souvent très générique, il va te dire: «Oui, créer du contenu sur les réseaux sociaux» et cetera. Sauf que créer du contenu sur les réseaux sociaux, ça veut dire surfer sur les tendances, aller très vite sur OK, c'est quoi qui plaît aux gens? Tel réseau social n'a pas la même, cible que tel réseau et ça demande vraiment un peu presque de l'intuition souvent, enfin pas de l'intuition, mais tu vois, c'est un peu du ressenti plus que, une science dure. Donc ouais, sur tout ça, c'est un très bon, copilote encore une fois. Si tu as la connaissance de dire: «OK, je sais que je veux faire un post LinkedIn, sur tel sujet avec, tel, ton, donne-moi des idées». Il peut t'aider, mais par contre, il faut que tu puisses lui poser ces questions, quoi. Et c'est là où l'humain, aujourd'hui a encore beaucoup de valeur. Ouais. Tu parlais, tout à l'heure de side business, augmenté à l'IA grâce à l'IA ou généré par l'IA. Tu parlais donc de création de contenu, tu parlais de développer une application. Est-ce qu'il y a d'autres sujets,
d'autres idées, qui pourraient être justement alimentées par l'IA pour créer aujourd'hui plus rapidement un side business? Ouais, 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 je vois, tu vois, sur la ré enfin, il y a beaucoup de side business qui sont basés sur, ou de business tout court, tu vois, sur la récolte de données, que tu peux monétiser derrière. Et aujourd'hui, bah, je sais pas, par exemple, le fait de connaître, enfin, je dis n'importe quoi, j'adore la bière, de me dire: «OK, une app qui te donne, je sais pas, tout le prix des bières, des bars environnants, où sont les meilleurs happy hour et cetera. Est-ce qu'il y a une terrasse?» Et des choses comme ça. Donc c'est de la collecte, de l'agrégation et du traitement de données, en fait, hein? Ouais, c'est ça et derrière, tu vois, tu peux créer une app, où te dire: «OK, te géolocalise» et elle te dit: «OK, autour de toi, voilà, tu tel bar qui est sympa, avec telle bière, avec une terrasse», et cetera. Et donc ça, soit tu peux le crowd, sourcer en disant que chacun peut ajouter, via l'app, le prix des bières et cetera, un peu à la mano, avec ta communauté. Mais bon, ça demande quand même, de lancer la machine, et aujourd'hui avec l'IA, j'ai un ami, qui a lancé une IA qui peut passer des coups de fil, et du coup, je me dis: «OK, avec ça, tu peux, aller récolter de la data, hyper facilement». Tu te dis: «OK, tu choper, tous les numéros de téléphone, de bars, c'est assez simple» entre guillemets. Tu as des outils pour faire ça, en ligne en disant: «OK, je veux tous les bars, tous les numéros de téléphone» et derrière, tu peux avoir l'IA qui va appeler, et qui va, demander, le prix des bières ou je ne sais pas quoi, et derrière, tu peux potentiellement monétiser, tu vois? Enfin, c'est une idée et tu Mmh. je me posais la question justement l'autre jour, OK, qu'est-ce que tu pourrais faire avec cette IA qui peut passer des coups de fil, automatiquement? Et je pense qu'il y a plein de données qui sont difficiles à récolter sur internet, mais par contre en passant des coups de fil, tu peux la choper. Donc ouais, il y a des trucs comme ça où tu dis: «Ouais, OK, ça c'était pas possible avant». Tu pouvais pas, sauf d'avoir une armée de freelance, mais qui va te coûter super cher, qui passe des coups de fil. Toi, tu peux le faire, mais pas évident. Donc ouais, des trucs comme ça où tu dis: «Ouais, OK, là, tu peux potentiellement lancer un side business, hyper facilement, avec ça, quoi». Est-ce qu'il y a et à l'inverse, est-ce qu'il y a des side business qui seraient menacés par l'IA? Je pense notamment, à des side business de rédacteurs, de traducteurs, de designers ou illustrateurs, voire musiciens. Bah, ouais, déjà, on a vu, sur, je crois que c'était sur, je sais plus si c'est Upwork ou, Fiverr qui avait montré que de suite à la sortie de ChatGPT, le nombre alors je sais pas si c'est le je crois que c'est le nombre d'offres, d'emploi pour trouver des freelances dans l'univers de la rédaction, la traduction et cetera avait drastiquement chuté. Donc oui, c'est clair là que, en effet, il y a un impact assez direct, sur ces métiers-là. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a toutes ces boîtes qui ont essayé d'utiliser ChatGPT pour, créer du contenu et cetera. Finalement, il y en a pas mal qui reviennent un peu en arrière et qui disent: «OK, bon, c'était peut-être pas, le meilleur contenu» ou je ne sais quoi. Et donc Pour quelle raison? bah, c'est ce qu'on disait, c'est ce côté, goût, ton, personnalité où c'est très générique, c'est très, blah, quoi, tu vois? C'est, ouais, OK. Je pense que ça peut avoir de la valeur sur, et même, tu vois, tout ce qui est SEO, donc c'est, le SEO pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment Le la référencement, ouais. science de d'écrire du contenu pour être bien référencé sur les réseaux, sur les, moteurs de recherche, donc sur Google, quoi, essentiellement. Hem Et donc là, il y avait beaucoup de freelances qui étaient spécialisés à écrire des pages, dédiées au SEO et aujourd'hui, bon et souvent c'est des pages qui ont pas énormément de valeur, tu vois? C'est, OK, quelle est la meilleure, non, qu'est-ce que c'est une assurance vie? C'est une requête que souvent les gens tapent, sur Google, donc souvent les pages sont optimisées et c'est pour trouver une réponse et donc là, en effet, tu peux avoir des IA qui vont te générer ça et bon, c'est juste, good enough et ça marche bien. Par contre, sur tout ce qui est, contenu où tu dois vraiment avoir, enfin de vraiment de créer une différenciation, par rapport à tout le contenu qu'il y a sur internet. Parce que c'est une commodité le contenu, hein, tu vois, moi ce que j'écris, avec Snowball, potentiellement tu peux le retrouver à plein d'endroits différents. D'autres gens ont écrit sur le sujet. Mais par contre, j'ai un ton particulier, j'ai, une façon d'écrire, et cetera qui est différente et ça, c'est pas évident, sauf si tu as entraîné une IA sur ton contenu et même là, heu, c'est pas parfait. J'ai testé. La transition est parfaite d'ailleurs. Est-ce que toi tu utilises l'IA, chez Snowball quand tu écris du contenu? Est-ce qu'elle t'aide, elle t'accompagne ou au contraire c'est une ligne rouge et tu dis: «Moi jamais de la vie»?
j'essaye de l'utiliser de plus en plus, j'essaye de me forcer de plus en plus à l'utiliser pour justement ne pas être dépassé. Et du coup, je me rends compte qu'il y a des trucs sur lesquels, en fait, ça ne sert strictement à rien. Par exemple, c'est, tu vois, d'essayer d'écrire une newsletter à ma place. J'ai testé, tu vois, d'entraîner un GPT en lui donnant mes anciennes newsletters pour en générer des nouvelles. Et ce que ça fait, c'est que ça génère quelque chose qui ressemble un peu à moi, mais tu vois, un peu côté, comment tu appelles ça? C'est la uncanny valley, où en gros, c'est, tu vois, c'est, tu sens que c'est pas moi, tu sens que c'est un peu moi, mais c'est pas moi, et du coup, c'est un peu bizarre, et du coup, tu dois beaucoup retravailler le contenu, et en soi, je gagne pas énormément de temps. Donc ça, écrire une newsletter complète, c'est, no way, c'est pas possible. Par contre, là où ça m'aide beaucoup, c'est par exemple, tu vois, j'ai écrit une newsletter sur, alors je vais reprendre un exemple, sur les ETF par exemple, un acronyme qui veut dire en gros c'est des paniers d'actions, les ETF pour faire simple, et je dois expliquer ça de façon très simple, et j'ai pas de, je dois aller vite, et là je peux demander à ChatGPT: «OK, comment tu expliquerais simplement ce que c'est un ETF, à une personne, débutante qui n'y comprend rien en finance?» Et vu que je sais ce que c'est un ETF, je vais avoir confiance au contenu qui est écrit parce que je peux le valider, et donc ça, je peux m'en servir assez régulièrement, de dire: «OK, explique un concept de façon simple», et du coup, moi, ça me fait gagner du temps. Alors je le retravaille à ma sauce évidemment, hein, à chaque fois je retravaille bien le contenu, mais ça me fait gagner quand même beaucoup de temps. Donc ça, je l'utilise pas mal. J'utilise beaucoup Perplexity depuis pas longtemps, pour les recherches parce que ça fait gagner énormément de temps. Ouais, tu peux expliquer rapidement ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? Alors Perplexity, on va dire que c'est un Google, alimenté à l'IA quoi. Donc en gros, tu fais une recherche, lui il va aller, faire des recherches un peu partout sur Google, ou autre, et donc tu peux lui dire par exemple, «OK, donne-moi, l'histoire de, LVMH». Donc il va aller sur Wikipédia, il va aller chercher d'autres sources et il va te sortir, un résultat, enfin un paragraphe, enfin peu importe quel était ton prompt, avec les sources, bien définies. Donc toi, tu peux aller vérifier que ce qu'il t'a dit est bien correct. Donc ça fait quand même gagner pas mal de temps quand tu connais pas trop un sujet, et que tu veux faire des recherches assez rapidement. Mais encore une fois, c'est pas parfait du tout parce que quand tu vas faire des recherches et que tu vas en page 3 de Google, tu peux trouver des trucs hyper intéressants que lui n'a pas vus, et donc c'est pas parfait. Mais ça fait gagner quand même pas mal de temps. Et un autre outil que j'utilise qui est vraiment cool, ça s'appelle Spiral. En gros, c'est un outil qui est intéressant parce que ce qu'il fait, c'est que tu vas injecter en input, ce que tu veux lui donner. Donc par exemple, ça peut être un podcast, un transcript de podcast, et tu lui dis en output: «Je veux, un post LinkedIn», tu vois? Et donc tu lui donnes plein d'exemples de input et output que tu as toi écrit par exemple à la main, et donc lui, une fois que tu as fait ça, il va générer une sorte de prompt, enfin d'analyse de OK, comment tu passé du transcript au, post LinkedIn. Donc il fait un énorme prompt automatiquement, et ensuite, derrière, il va te créer une sorte de GPT, custom où tu lui balances, des transcripts par exemple, et paf, derrière il te sort un post LinkedIn, et tu peux faire ça pour plein, plein, plein de sujets différents. Donc tu vois, moi je l'utilise pas mal pour, bah, le daily justement, où je lui balance, moi je fais ma veille, je récupère, tu vois, des bouts de paragraphes, de newsletters et cetera, et donc je lui balance ça en anglais, ou en français, bref, sur diverses sources, et il me output, un daily que moi ensuite, je retravaille, pas mal, mais tu vois, ça me fait gagner, je pense, par rapport à quand je l'écrivais solo, ça doit me faire gagner, 40 de temps, tu vois? Ce qui est pas négligeable. Donc ouais, cet outil, je l'utilise quand même pas mal, et voilà, en gros, je l'utilise beaucoup aussi, sur, la génération de graphes, heu, avec des spreadsheets, donc des Google Sheets ou autres. Tu vois, si je dois faire un graphe en interne ou en externe, bah, je vais lui balancer ça et lui dire: «Bah, OK, fais-moi un graphe par rapport à cette, Google Sheet». Ça va beaucoup plus vite que de le faire à la mano. Donc des choses comme ça, donc vraiment, ouais, c'est en mode plutôt copilote. Donc tu as évoqué donc Spiral, tu as parlé de Cursor, donc voilà des idées d'applications à explorer et justement il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est, ce mythe un peu du revenu passif ou, de l'entreprise pilotée par IA qui fonctionne vraiment en mode, autonome. Heu, Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible, de monter un side business qui fonctionne, finalement sans intervention humaine? En mode, je m'auto-alimente notamment grâce à l'intelligence artificielle. Il y a un exemple de, newsletter, non, enfin de
regroupement de newsletters, il y en a des dizaines d'ailleurs. C'est très B2B, hem et eux, apparemment, 100 du contenu est généré avec de l'IA et ils font quasiment rien. Une IA va faire la veille, de plein d'articles dans, je sais pas, industrie, heu, pétrolière, je dis n'importe quoi, mais imagine que tu bosses dans le pétrole. Tu as envie d'avoir ta veille tous les jours, tu peux t'abonner à la newsletter, pétrole. Et donc cette IA, elle va générer, elle va sortir les articles principaux, tous les jours. Donc c'est vraiment de la curation là, il y a pas de vraie création de contenu. Et donc ça apparemment, ils ont des millions d'abonnés et ils génèrent des millions de dollars de revenus grâce à ça, et sans quasiment aucune intervention humaine. Donc apparemment ça peut fonctionner. Il y a aussi, alors après, c'est pas forcément de l'IA, mais je sais pas si tu suis sur, Twitter, enfin sur X maintenant, Levelzio, c'est un gars qui est un c'est un dev, il fait que des side business lui en gros, c'est ça son dada. Et depuis qu'il y a l'IA, il a lancé pas mal de business autour de l'IA, dont de la génération, tu vois, de photos. C'était vachement à la mode il y a 1 an ou 2. Tu balances une photo de toi et ça va te générer, 5 ou 6, headshots, professionnels ou loufoques, de toi. Et donc lui, il a lancé ce business qui tourne, tout seul du coup quasiment, et ça marche bien, quoi. Il génère des dizaines ou même des centaines de milliers d'euros, chaque mois, juste avec ça. Donc ouais, il y a des exemples, ça a l'air de marcher. De ton côté, demain, Snowball en mode 100% automatique, c'est possible ou pas? Ouais, alors non, j'ai pas envie d'aller sur ça du tout, parce que encore une fois, l'univers de la finance, c'est comme je disais au début, c'est quand même beaucoup de psychologie, beaucoup de confiance, et ça passe beaucoup par de l'humain, forcément. Donc je pense que l'IA, je la vois plus comme un chez Snowball en tout cas, comme le Jarvis, de Iron Man, tu vois? Ton intelligence artificielle qui est là, ce copilote qui peut t'aider à aller beaucoup plus vite, à trouver des trucs que toi tu pas vu solo, donc je le vois plus comme ça que comme une IA, solo où il y a plus d'humain. À quoi va ressembler le monde des conseillers financiers, des conseillers en gestion de patrimoine dans le futur, avec justement cette IA un peu partout? Est-ce que ce métier va changer? Est-ce qu'il va rester le même? Est-ce qu'il va disparaître? Qu'est-ce que tu as un avis sur le sujet? Alors aujourd'hui, le métier des conseillers, en tout cas en France, il est beaucoup basé sur le modèle économique des rétrocommissions, tu sais? Donc en gros, je sais pas, si tu ouvres une assurance vie avec un conseiller en gestion de patrimoine, tu vas pas le payer directement, mais il va toucher des commissions sur ce que toi tu as investi, donc 0,2 par an, par exemple, je ne sais quoi. Imaginons que demain, les produits financiers, sont tellement optimisés qu'il y a quasiment les frais sont très bas, bah, il y aura plus beaucoup de marge pour les conseillers pour se rémunérer, s'il y a déjà beaucoup plus enfin, quasiment plus de commissions. Donc ça, c'est un premier truc qui pourrait potentiellement les mettre en danger. Donc peut-être que, ils du coup, ils feront payer des honoraires, tout simplement, plutôt que des rétrocommissions. Parce que tu as déjà le choix aujourd'hui, mais 95 c'est rétrocommissions. Donc ça, c'est un premier truc et le deuxième, je me dis: «OK, si l'IA peut gérer toute la partie technique, financière, optimisation et cetera, demain, de façon, très, précise et aussi bien qu'un humain aujourd'hui, peut-être que le boulot du conseiller, ce sera plus, comme tu disais, des soft skills, de rassurer, accompagner, donc plus un accompagnement, on va dire, presque pas psychologique, de confiance, de créer de la confiance, d'expliquer, de pédagogie, plus que la partie technique. Donc moi, je vois comme ça l'évolution du conseiller. Donc quelqu'un qui s'est délesté de la partie technique sur une IA, mais qui fait toujours ce côté, humain, heu, pour être l'interface, entre l'IA et le client. Je le vois comme ça, en tout cas à court terme. Après à long terme, j'en sais rien. Ouais, non, je comprends. Parfait. Bah, écoute, c'est très clair. Merci beaucoup, Yoann. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. En attendant d'écouter la tienne, je vais te laisser écouter celle du général Patrick Perrault, qui est coordonnateur général pour l'IA au sein de la Gendarmerie nationale et conseiller IA auprès du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, on écoute sa question. C'est parti. Alors que l'IA est toujours montrée sous son aspect négatif, alors que l'IA est utilisée par tout le monde dans sa vie quotidienne, comment pourrait-on réussir
à faire de l'IA un outil positif dans l'esprit des gens et qu'on arrête d'en avoir peur? Je pense que c'est un peu comme toute nouvelle technologie, ça passe forcément par, l'étape, peur. On pense à internet au début, la radio, la télé, enfin quand tu regardes, les unes des journaux, dans les quand il y a eu l'invention de la télé et cetera, c'était beaucoup OK. Certaines peurs étaient véridiques, les gens vont passer leur vie devant, bah, c'est en soi c'est vrai, mais bon, certaines peurs n'étaient pas justifiées, donc je pense que ça passe forcément par ça. Ce qui va faire la différence, ça va être, le fait que certaines personnes n'en aient pas peur et vont être justement les personnes qui vont expliquer autour d'eux et cetera qu'il faut pas en avoir peur et ça de voilà de Mmh. par effet de réseau, bah, potentiellement avec le temps, bah, les gens vont en avoir de moins en moins peur. Ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est pas le Terminator qu'on croyait, être, au début. Il va y avoir des exemples de plus en plus, concrets, de ça, parce qu'aujourd'hui ça reste très abstrait dans la tête des gens et ce qui est abstrait en général, ça fait un peu peur. Bah, c'est ça, parce qu'on a souvent peur de ce qu'on connaît pas, en fait, hein. Exactement, donc je pense que la plupart des gens qui ont une vue très négative, c'est des gens qui n'ont jamais utilisé ou qui connaissent très peu, cet univers de l'IA. Mais voilà, donc je pense que c'est une question de temps, et d'éducation, par les personnes qui connaissent bien le sujet et c'est là où, bah, voilà, c'est un peu ton rôle d'ailleurs avec ton podcast, de faire connaître cet univers-là. Mais ouais, ça va demander un peu de temps, mais Est-ce que toi, dans ton entourage, il y a des gens qui t'ont dit: «Moi, l'IA, j'y toucherai jamais, soit ça me fait peur, soit ça m'intéresse pas, soit c'est trop compliqué», non, franchement, même mes parents commencent à utiliser ChatGPT, que tu vois, ils ont la soixantaine, non, j'ai peu de personnes, il y a des peurs, tu vois, chez les gens, j'ai une amie qui est, bah, justement, conceptrice, rédactrice et du coup, elle a un peu peur, bah, de ce qu'on disait tout à l'heure, d'être, potentiellement remplacée, mais elle-même, est curieuse de l'IA donc tu vois, elle l'utilise beaucoup donc elle a un peu cette peur de dire: «OK, bon, est-ce que mes jours sont comptés ou pas?» Mais c'est pas l'IA qui me fait peur, c'est plus, le fait que potentiellement ça peut, changer mon travail en tout cas. Assez peu de peur, mais voilà, après moi je suis dans un univers, qui est très, tech, et cetera donc je suis quand même très biaisé, je suis dans une bulle et je m'en rends compte et alors mes parents sont pas dans la tech, mais bon, je suis leur fils aussi donc c'est OK, parfait. Donc en résumé, il faut, prendre son courage à 2 mains, connaître, s'intéresser, se former, s'éduquer, écouter des podcasts, lire des livres, s'abonner à Snowball, c'est ça, c'est ça? exactement. OK, super, merci. Merci beaucoup, Yoann. Alors à toi à présent, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? Alors la question que j'aimerais poser, on parle souvent de la première personne, tu vois, qui sera solo et qui va créer un business, à 1 milliard de dollars. Et ma question c'est, si demain, je dis n'importe quoi, mais si demain, quasiment tout le monde peut créer un business de plusieurs millions ou, voire plusieurs milliards solo, à quoi ça va ressembler en fait à quoi va ressembler, le monde de l'entrepreneuriat demain si toutes les valorisations sont des trucs, gigantesques à plusieurs milliards? Est-ce qu'il va y avoir un changement de paradigme où en fait, tu auras même plus besoin de bosser parce qu'en fait, tu as toutes les IA qui le font et tout le monde est riche? Et du coup, c'est ça ou du coup, ça va créer encore plus d'inégalités? Donc ouais, j'ai un peu je me pose souvent cette question de me dire: «OK, si demain, en fait, tout le monde peut lancer un business simplement sans avoir besoin de faire des études et cetera, enfin, qu'est-ce que ça va changer dans la société?» Tu vois, on parle souvent, Sam Altman, il parle de revenu universel et tout parce que demain, ce sera que des IA et donc ouais, bon, je suis curieux de savoir ce que les gens pensent de ça, si, tout est si simple, en fait, demain, quels sont les gros changements économiques, et sociétals que ça peut impliquer, ouais. Vaste question. OK, parfait. Eh beh, écoute, c'est très bien. Je garde la question, je la poserai au prochain invité. Merci beaucoup de ta participation. Yoann Lopez, je rappelle que tu es fondateur de Snowball, un collectif de newsletters unique en France. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.